Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, la foire régionale de l'artisanat a lieu au nord du Bénin. Depuis le 10 octobre, artisans et visiteurs se retrouvent dans une ambiance colorée et animée. Des détails dans un instant. À l'international, un monde en mutation. Du Sénégal à Madagascar jusqu'aux États-Unis et à la Chine, les institutions et pouvoirs sont fragilisés. Crise politique, justice et rivalité économique redessinent les rapports de force à l'échelle mondiale. En sport, David Okiki est pressenti pour verrouiller le couloir gauche face aux Super Eagles en l'absence de Yohan Roche suspendu. Le Bénin peut se qualifier pour la première fois au mondial sous réserve d'un résultat favorable contre le Nigeria. Bonsoir chers internautes. Au nord du Bénin et plus précisément à Parakou, l'artisanat s'expose sous toutes ses formes. Depuis le 10 octobre, la foire régionale de l'artisanat accueille artisans et visiteurs dans une ambiance colorée et animée. Tissus, sculptures, bijoux ou produits locaux, chaque stand raconte une histoire, celle du savoir-faire béninois. Les artisans se prononcent au micro de Elvi Kambwe, Toré Jean Akli. La foire régionale de l'artisanat du Bénin, qui se déroule chaque année d'ailleurs, organisée par le Fonds de développement de l'artisanat, permet de valoriser les artisans d'une région donnée. Là, nous sommes dans les régions de la Takora, Donga et de Bogo-Alibori pour permettre à 15 exposants de venir présenter leurs arts, leurs jeunes créateurs et les œuvres de tout ce qu'ils font dans leur filière afin de permettre à tous ceux qui passent, à toute la population béninoise de connaître un peu ce que font les artisans de cette région. Aujourd'hui, être à Parakou, c'est grâce à ce foire. Il y a longtemps que je ne suis pas venu à Parakou. Vraiment, ça représente beaucoup de choses pour moi. Non seulement d'abord pour faire connaître mes produits et pour en savoir aussi également beaucoup de choses. Ce programme, elle est la bienvenue. C'est une opportunité où nous sommes en train de faire valoir ce que nous sommes en train de faire. Et nous voyons que c'est très bien. Si ça peut même aller jusqu'à 2 semaines, 2 à 3 semaines, ça serait très bon. Et la visibilité, ça va s'étendre parce que beaucoup ne savent pas si nous sommes en train de faire quelque chose ici. Donc si ça peut s'étendre, ça serait très bien. Comme je suis rentré ici, je suis heureux d'exposer mes produits pour faire une publicité. C'est une fierté pour moi. Et nous disons d'abord merci à notre gouvernement qui a l'idée de le faire. Et ça permet de sortir ceux qui sont dans l'ombre, les artisans qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas une visibilité,
je crois que c'est le moment de se faire voir, c'est-à-dire de se présenter à la population. Le parti Les Démocrates a levé le voile sur son ticket pour la présidentielle de 2026. Le duo sera composé de Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, officialisant ainsi la candidature tant attendue après plusieurs jours de tractations internes. Selon les responsables du parti, le dossier sera déposé à la Sénat avant la date limite. Cette annonce met fin au suspense et ouvre une nouvelle phase dans la préparation de la course à la magistrature suprême. Dans la nuit du lundi 13 octobre 2025, un grave accident de la circulation a eu lieu aux abords de l'école primaire publique de Zakpo à Boykan. Un véhicule de marque Lexus en direction de Maka a perdu le contrôle, fauchant plusieurs usagers. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés graves. Les éléments de l'agence béninoise de protection civile sont rapidement intervenus pour secourir les victimes et rétablir la circulation sur ces tasses très fréquentées. L'actualité internationale de ces derniers jours met en lumière des pouvoirs fragilisés, des institutions mises à l'épreuve et des tensions qui dépassent les frontières. Du Sénégal à Madagascar jusqu'aux États-Unis et à la Chine, les signes d'un monde en mutation se multiplient. Entre justice, crise politique et rivalité économique, les lignes d'autorité vacillent et les rapports de force se redessinent. Suivez cette compilation de Héroïne Papania. Les trois actualités de ces derniers jours, venues d'Afrique et d'Occident, dessinent un même paysage, celui d'un pouvoir politique ou économique fragilisé, contesté ou contraint de se redéfinir. Du Sénégal à Madagascar, en passant par les États-Unis et la Chine, les événements traduisent les tensions d'un monde en pleine recomposition où chaque décision est scrutée, jugée et amplifiée. Au Sénégal, la justice s'invite dans l'héritage du pouvoir. L'affaire Aliou Sall, frère de l'ancien président Macky Sall, relance le débat sur la transparence et la reddition de comptes dans les hautes sphères du pouvoir sénégalais. Inculpé pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, puis libéré sous caution de 240 millions de francs CFA, il incarne malgré lui le symbole d'une justice qui cherche à s'affirmer dans un contexte post-présidentiel sensible. Cette procédure, suivie de près par l'opinion publique, met à l'épreuve la promesse d'un Sénégal plus éthique, plus rigoureux face à la corruption. Mais elle soulève aussi des interrogations. S'agit-il d'un réel sursaut de la justice ou d'un règlement de comptes politiques masqué? La réponse à cette question déterminera en grande partie la crédibilité des institutions sénégalaises dans les mois à venir. À Madagascar, le pouvoir de Rajoelina vacille face à la rue. À Antananarivo, la crise politique prend une tournure inquiétante. En s'adressant à la nation par une vidéo enregistrée, le président Andry Rajoelina a tenté de rassurer une population en colère et une armée divisée. Il appelle au respect de la Constitution, mais son message peine à convaincre. Le chef de l'État dit se trouver dans un lieu sûr après une tentative présumée d'attentat, tandis que des sources invoquent une évacuation par avion militaire français. Face à lui, le mouvement Gen Z, fer de lance de la contestation, accuse le pouvoir de fuir le dialogue et promet de maintenir la pression. Le fossé semble donc se creuser entre dirigeants et dirigés. Ce qui se joue à Madagascar dépasse la simple crise politique. C'est la question même de la légitimité du pouvoir qui est posée dans un pays où la jeunesse connectée et déterminée veut désormais faire entendre sa voix. Entre Washington et Pékin, une guerre économique sans fin. Sur le plan international, la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine reprend un ton martial. En imposant une taxe sur les navires chinois accostant dans ses ports, Washington cherche à relancer son industrie maritime et à limiter la dépendance économique vis-à-vis de Pékin. La Chine n'a pas tardé à riposter, annonçant à son tour des mesures de rétorsion sur les bateaux américains. Ce nouvel épisode s'inscrit dans une rivalité de longue haleine. Après la guerre des puces électroniques et celle des technologies vertes, voici celle des mers. Les deux puissances poursuivent une logique d'affrontement économique où chaque taxe devient une arme stratégique. Mais derrière cette rivalité se cache une réalité plus inquiétante, le risque de déstabiliser le commerce maritime mondial et d'accentuer la fracture entre les blocs économiques. Trois scènes, trois contextes, mais un même enjeu, celui d'un monde où l'exercice du pouvoir politique, judiciaire ou économique n'échappe plus au regard critique d'une société globale en quête de justice, de vérité et d'équité.
Sport pour boucler cette édition. Pour affronter les Super Eagles ce mardi 14 octobre, le sélectionneur Gernot Rohr devra se passer de Johan Roche, suspendu pour accumulation de cartons. David Okiki apparaît comme le choix évident pour occuper le couloir gauche. Sa discipline en défensive, sa concentration et son engagement seront déterminants pour neutraliser les attaques des joueurs tels que Luc Mang ou Simon. Une mission exigeante, mais à la portée du Guépard. Le Nigeria accueille les Guépards du Bénin ce mardi 14 octobre pour le compte de la dernière journée des éliminatoires. Le Nigeria vise la première place du groupe à condition de gagner leur match du jour et de compter sur un faux pas du Bénin ou de l'Afrique du Sud au Rwanda. De l'autre côté, une victoire ou un match nul pourrait offrir au Bénin la première qualification au mondial dans son histoire. Enfin, pour le compte de la 3e journée de la Celtics League 1, l'Union sportive de Sémé-Kraké en déplacement a accroché Banigance FC à domicile au stade Omnisport de Baniguara. Un match intense qui s'est terminé sur un score de 2-2, laissant les supporters du club local avec un goût amer. Le reportage avec Mouidine Lawani. Ce dimanche 12 octobre, le stade Omnisport de Baniguara a accueilli un duel intense entre Banigance FC et l'USS Kraké à l'occasion de la 3e journée de la Celtics League 1. Devant leur public, les hommes de Baniguara ont longtemps cru tenir leur première victoire à domicile. Solide et appliqué, ils menaient 2-0 jusqu'à la 80e minute, mais c'était sans compter sur la détermination des visiteurs. En l'espace de quelques minutes seulement, Kamal, véritable homme providentiel de l'USS Kraké, a complètement changé le cours du match. Un premier but à la 82e minute, puis l'égalisation dans le temps additionnel. Score final, 2 buts partout. Le premier temps, on était mené 2-0. On est rentré, on est sorti. Le coach nous a donné, il a changé le système. On jouait 4-4-2, mais malheureusement, on n'a pas pu faire mieux pour la première mi-temps. La deuxième mi-temps, elle a changé. On a pu mieux faire notre mieux. On a égalisé. Sans mes amis, je ne peux rien faire au terrain. C'est la chance de mes amis qui m'ont prouvé que j'ai marqué le deuxième but. Un scénario cruel pour Banigance FC. Dans les tribunes, la déception était palpable. Certains supporters, frustrés, ont pointé du doigt les choix tactiques du coach Ibrahim Da Silva, réclamant des ajustements urgents. D'autres, plus mesurés, ont salué le mental des joueurs de Kraké, tout en appelant à la patience et à la cohésion pour la suite du championnat. Ce qui s'est passé ce soir, vraiment, dans le stade Omnisport de Banigance, c'est vraiment déçu. Je suis vraiment déçu, quoi. Parce que derrière le départ, c'était bon pour Banigance, pour l'équipe de Banigance. Vous voyez, 1-0 d'abord avant mi-temps et ils jouaient bien. Mais après maintenant la deuxième partie, notre entraîneur a dû encore faire un mauvais changement. Un mauvais changement. Si tu vois maintenant le spectacle, vraiment, Banigance est déçu de l'entraîneur. Pourquoi ça? On ne sait pas. Toi qui fais le truc, pourquoi tu vas encore faire un mauvais changement jusqu'à la deuxième partie et puis ils vont égaliser le but et on sera 0-0 avec l'équipe là. C'est pas possible. Si on ne connaît pas le travail, pardonnez, on demande aux autorités locales de Banigance de changer l'entraîneur et puis un autre va venir. Je dirais que c'est un match pas mal, c'est le football. C'est le football et on a fait un match nul 2-2 de deux côtés. Je crois qu'on n'a pas gagné, ils n'ont pas gagné. Je dirais que c'est pas mal. Parce que c'est d'abord les débuts, donc on n'a pas à se décourager, on a encore d'espoir. Du côté des visiteurs, le coach de Kraké s'est montré à la fois satisfait et prudent. S'il reconnaît que ce nul a un goût de victoire, il n'a pas caché sa frustration quant à certaines occasions manquées et erreurs défensives qui auraient pu leur coûter cher. Moi, je n'ai pas reconnu mon équipe. Depuis l'entame, je n'ai pas reconnu mon équipe parce que ce n'est pas comme ça nous jouons. Et nous sommes venus pour les 3 points. On n'est pas venus pour faire match, nous sommes venus pour les 3 points. Et le but qu'on prend, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. Mais l'arbitre a accordé le but. C'est ce qui a un peu énervé les enfants. On était obligés de passer tout le temps pour les calmer, pour qu'ils reviennent dans leur projet de jeu. Ce scénario, loin d'être anodin, témoigne du niveau croissant du championnat professionnel béninois où chaque rencontre prouve que rien n'est jamais joué avant le coup de sifflet final. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.